bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir nous écouter et réagir aussi avec nous à nos propos. Merci beaucoup à Dany pour l'invitation et aux amis du monde diplomatique. Merci aussi à la Bibliothèque Méjane pour l'invitation et l'organisation. Donc je vais continuer l'exposé aussi de Claude et donc parler un peu plus de la technique. Donc il a déjà abordé, mais rentrer dans un rapport aussi plus direct avec cette technique à travers en fait l'idée de être vivant au travail. Quelles sont les relations qu'on peut établir avec la technique lorsqu'on est au travail, et en se posant la question si on peut passer d'un rapport d'aliénation vers une activité technique. Alors quand on regarde la technologie elle est partout, elle est là autour de nous. On a le micro, on a un ordinateur, on a un téléphone portable, on a une caméra en plus qui nous filme. On a une technologie, on baigne dans une technologie, et pourtant, souvent, cette technologie, elle reste étrangère à nous. Alors quand on regarde, je vous ai pris un exemple très pratique, il y avait une émission de Cache Investigation en septembre 2019 avec le titre « Au secours, mon patron est un algorithme », où on voit en fait la présentatrice qui commence en nous racontant une histoire très, très merveilleuse d'une assistante virtuelle qui s'appellerait Sarah et qui gérerait nos vies de manière la meilleure possible, donc qui serait là pour nous assister dans tous les moments de notre vie, qu'est-ce qu'on doit manger, à quelle heure on doit se rendre à tel ou tel rendez-vous, ainsi de suite. Donc une vision un peu merveilleuse. Et puis, très vite, on va sur des sujets beaucoup plus douloureux et où on voit en fait un rapport à la technique totalement inversé, avec des machines qui souvent vont dominer l'homme et la femme au travail, avec ces questions notamment du travail chez Amazon, du travail aussi chez Uber et chez Deliveroo. Donc on voit concentrer assez rapidement dès les premières émissions, les premières minutes de l'émission, on voit se dessiner en fait deux grands camps. Le camp que je brosse à gros traits des technophiles, avec cette idée que la technologie pourrait nous emmener ailleurs et nous permettre d'être sur une amélioration de notre vie au quotidien. Et puis de l'autre côté, les technophobes, avec cette idée que, au contraire, la technologie, il faut la combattre, ou en tous les cas, il faut la réguler. S'il ne faut pas la combattre, en tous les cas, il faut la réguler, parce qu'elle peut nous apporter des mauvaises situations et nous mettre dans des conditions de travail qui sont mauvaises pour nous. Donc, quand on regarde en fait cette technologie et en la laissant étrangère à nous, on peut souvent voir ces deux camps se profiler. Et si on réfléchit, si vous pensez par exemple aux technologies actuelles, si on pense à l'IA par exemple, l'IA, l'intelligence artificielle, on a ces deux camps qui se dessinent aussi, avec ceux qui vont aller sur l'IA en se disant oui, c'est des formidables opportunités, et puis d'autres au contraire qui vont poser notamment des questions éthiques. Quand on regarde des questions par exemple sur les nanotechnologies, qui font peut-être un peu moins de bruit, mais mine de rien, je me rappelle, moi j'étais étudiante à Grenoble il y a un petit moment, et il y avait ces questions de nanotechnologie aussi, avec les pros, les contre les nanotechnologies. Donc vous voyez, ces camps, on les retrouve à peu près sur toutes les technologies. Alors ces camps, entre technophobes et technophiles, c'est pas nouveau. Quand on regarde ce qui se passe depuis ce qui est décrit notamment dans la littérature, on voit que de tout temps, on a eu ces deux camps, technophobes et technophiles, qui se sont affrontés et qui ont discuté autour de ces technologies. Alors parfois, ils n'ont pas toujours discuté justement. Ce qui change quand même de nos jours, ce sont les conditions. Alors, premier élément, première chose qui évolue, c'est déjà la terminologie. On voit que depuis quelque temps, on est passé du terme de technique à technologie, avec auparavant l'idée de technique qui était souvent associée à l'objet considéré, les pratiques instrumentales et matérielles, et puis après la technologie, qui était, Mauss nous dit, l'étude de ces techniques. Et puis une acceptation plus moderne, qui vient notamment d'une acceptation plus allemande ou anglo-saxonne, Chandler nous dit ces éléments-là,
qui seraient sur la technique comme des phénomènes primitifs. Donc on a la technique qui est relayée aux phénomènes primitifs, des savoir-faire artisanaux, indigènes, alors souvent tacites, souvent des savoir-faire tacites. Alors parfois on a quand même cette nostalgie un peu de voilà, cet aspect merveilleux de la technique, mais globalement on voyait plutôt une image plus négative de la technique. Et puis la technologie, au contraire, qui serait parée ici de toutes les vertus, avec les phénomènes modernes, sophistiqués, industriels, l'idée que voilà, on a des considérations scientifiques et économiques, donc vraiment un dispositif beaucoup plus moderne et beaucoup plus sophistiqué que la technique. Avec ce changement de terminologie, on observe aussi un changement qui est lié à l'accélération technique. Rosa Hartmut nous parle de cette accélération technique qui s'est développée ces dernières années. Alors si on regarde la presse rapidement, on voit que très fréquemment il y a des innovations technologiques qui nous sont portées à connaissance. J'ai noté par exemple, et c'était pour faire un clin d'œil aussi à une start-up de la région, il y a le Consumer Electronic Show, donc qui s'est passé à Las Vegas là, en janvier, qui est le salon de l'électronique, de l'innovation en électronique. Et on a notamment une start-up de Mereuil, EasyDot, qui a présenté une solution innovante de création rapide et accessible d'objets connectés. Donc vous voyez, on va présenter nos innovations électroniques. Cette accélération technique, elle est aussi en rapport avec un changement social. Alors, pour traiter du sujet être vivant au travail, je me propose de me pencher sur la relation établie entre l'homme ou la femme avec la technologie au travail. Et pour moi, être vivant au travail, je l'ai compris comme une façon en fait particulière d'entrer en relation avec la technologie. Donc c'est vraiment sur cette relation que je vais centrer mon exposé. Lorsque la relation est fondée sur l'hostilité, cela conduit à considérer la technologie comme étrangère à moi-même, étrangère à nous. Pour Simondon, qui est un philosophe de la technique sur lequel je m'appuierai beaucoup dans cet exposé, qui va traiter de cette relation, la plus importante pour lui, la plus importante forme d'aliénation réside dans la méconnaissance de la machine, alors ce qu'il appelle la machine, ce qui, à son époque, qu'on peut traduire maintenant par technologie. Mais un autre rapport à la technologie est possible. Simondon le nomme activité technique. Cette activité technique, elle suppose d'aller comprendre les chaînes de fonctionnement, les chaînes opératoires, d'aller vraiment sur le fonctionnement de cette technologie, d'aller la comprendre pour ne plus être dans cette méconnaissance et ne plus être dans une aliénation. Alors, pour traiter cette relation, je vous propose tout d'abord de vous rendre compte d'un rapport manqué à la technologie. Le rapport manqué qu'on a actuellement à la technologie. Et ensuite, je verrai comment est-ce qu'on peut rentrer dans une autre relation, et notamment via l'activité technique. Et là, vous verrez que je vous montrerai, je me baserai notamment sur une étude qu'on a réalisée, et où les individus et les collectifs peuvent rentrer dans cette activité technique, mais que dès qu'on passe à un niveau un peu supérieur, entre guillemets, le niveau de l'organisation et du management, et bien là, ce rapport reste malheureusement très fragile. Donc mon propos, je vais l'illustrer de plusieurs choses, des titres de la presse, Le Monde, Le Figaro, Libération et puis Marianne aussi, et d'études aussi de chercheurs, et puis bien sûr aussi de l'étude dont je vous ai parlé, qu'on a réalisée entre 2016 et 2019 avec plusieurs de mes collègues sur les compétences liées aux technologies et qui a été financée par l'ANR. Donc tout d'abord, un rapport manqué à la technologie. Alors, lorsque on regarde en fait les technophiles et les technophobes, dans les deux cas, le rapport va être manqué à la technologie. Dans les deux cas, on a un rapport de domination. Alors, du côté des technophobes, on a plutôt le rapport de domination qui se fait de la machine sur de la technologie sur l'individu. Et lorsqu'on est plutôt technophile, on a plutôt tendance à avoir l'idée du rapport inversé, donc avec la machine qui va avoir un rapport de domination sur l'individu. Mais dans les deux cas, on est vraiment dans des rapports de domination
Et donc, on va considérer la technologie comme extérieure à nous. Donc, un premier constat, quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des études, c'est qu'il y a une multitude de projections, de chercheurs et d'instituts qui se font et qui paraissent sur ce que fait la technologie au travail. Alors, on a des projections diverses, et à chaque fois, la question qui se pose ici, c'est la question du remplacement de la femme et de l'homme au travail par les robots. Alors, on a des études globalement assez anxiogènes, hein. Je vous en ai repris plusieurs. Par exemple, on a l'étude de Frey et Osborne en 2013, donc, qui indiquait que 47% des emplois seraient touchés par la robotisation aux États-Unis. Quand on regarde ce qui se passe en France, eh bien, la même étude qui a été déclinée, ce serait 43% des emplois en péril, 48% en Allemagne, et le Japon, où là, on aurait le plus fort taux de robotisation et d'automatisation, où là, on serait à peu près à plus de 55%. On a aussi l'étude très anxiogène de Katia Grace d'Oxford, qui va nous dire en fait que l'IA, donc l'intelligence artificielle, d'ici 45 ans, devrait remplacer en fait des postes et les tâches actuellement attribuées aux humains. Alors pour certaines professions, on a ce temps de remplacement des machines qui serait beaucoup plus court. Par exemple pour les traducteurs, ce serait en 2024 où on aurait les traducteurs qui seraient remplacés par l'intelligence artificielle. Bon, on a quand même, je vous rassure, on a des rapports plus optimistes. Par exemple, quand on regarde le rapport de l'OCDE, là, on n'aurait que 9% des emplois qui seraient touchés. Donc, on a, vous voyez, donc, des études globalement assez anxiogènes. Et ce qui est intéressant, c'est que quelles que soient les études, dans tous les cas, on a, même si la fin du travail n'est pas annoncée, on a une transformation au moins de ce travail. Et parmi les transformations qu'on aurait sur ce travail, c'est notamment les compétences requises par les technologies. Donc là, on a vraiment une idée que les technologies devraient nous amener, nous, hommes et femmes au travail, à développer telle ou telle compétence. Alors je vous ai pris une étude, par exemple, du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers, qui en 2016 avait fait une étude sur les compétences requises par les technologies, et il nous dit, ce rapport, qu'il y aurait des compétences techniques et des compétences non techniques. Donc, par exemple, des compétences techniques donc, liées à la connaissance, par exemple, de telle ou telle technologie, l'idée aussi de qualité, de risque et de sécurité, et puis des compétences non techniques, telles que le management, l'entrepreneurship, la communication, l'innovation et l'intelligence émotionnelle. Donc on voit des compétences, pour le coup, non pas détenues par les individus, mais des compétences requises par ces technologies. Donc un rapport, vous voyez, de domination là sur... Donc au final, bon, ces études, ce sont que des prévisions et des projections. Donc on a pour l'instant des projections qui sont faites, on verra si elles s'opèrent ou non, mais pour l'instant ça reste que des projections. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même déjà des études sur ce que fait effectivement la technologie au travail. Et qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend tout d'abord que sans les hommes et les femmes, beaucoup de technologies ne fonctionnent pas. On a par exemple le chercheur Anthony Casilli qui va travailler sur les digital labor et sur ces travailleurs du clic et qui montre que globalement, sans ces travailleurs du clic, donc ces personnes qui dispersées un peu dans le monde entier, trient, étiquettent et apprennent aux machines à apprendre, sans elles, il n'y aurait pas d'intelligence artificielle. Donc premier point, vous voyez, donc, sans les hommes et les femmes, on n'a pas d'intelligence artificielle, en tous les cas pour l'instant. Il y a aussi les géants au pied d'argile que sont parfois les systèmes d'automatisation. Quand on regarde les systèmes d'automatisation, j'étais étonnée, moi, lorsque j'ai commencé l'étude en 2016, dont je vous parlais tout à l'heure, d'entendre un responsable de production qui me racontait, voilà, on est dans un univers de haute technologie, et dans cette haute technologie, notre process de production, il est hautement fiabilisé. Et pour encore plus le fiabiliser, on va encore plus automatiser notre production. Et pour
encore plus fiabiliser ce système d'automatisation, eh bien, on va recruter des équipes de super pompiers, des super intervenants, donc des hommes et des femmes, qui seraient capables d'intervenir en 10 minutes, parce que si jamais en fait vous avez votre système qui se bloque à un endroit, vous avez 10 minutes pour agir, sinon ça bloque l'ensemble de la production. Donc là on voit la fragilité quand même, mine de rien, du système. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi il change? Enfin, bref. Donc ensuite, donc je vous ai dit, premier élément, on voit donc des études où sans les hommes et les femmes, les technologies ne seraient pas là. Deuxième élément, on voit aussi des conditions de travail et d'emploi qui sont mauvaises, qui se dégradent et qui sont mauvaises pour ces travailleurs. Des conditions de travail où on voit des travailleurs qui travaillent sous pression temporelle. Claude le rappelait très fortement avec les chiffres et notamment les travails d'ingénieurs qui sont soumis à cette pression temporelle. Et puis on a aussi des conditions d'emploi, mine de rien, qui se sont fortement dégradées. Quand on regarde les conditions d'emploi que propose Uber par exemple, ou Deliveroo, on voit donc un statut en auto-entrepreneur, payé à la commande. Donc on a quand même des conditions d'emploi qui se sont sérieusement dégradées. Donc je vais passer au deuxième point. Donc où on a, dans ce premier point, donc je vous ai montré que ce rapport en fait, à la technologie était manqué. Essayer de voir comment est-ce qu'on peut développer une activité technique. Donc l'activité technique, elle repose, selon Simondon, sur un autre rapport à la technologie. Elle suppose en fait que la technologie soit comprise et appréhendée dans ses chaînes de fonctionnement. Donc on ne la met plus extérieure à nous, elle n'est plus extérieure, elle est connaissable et on va rentrer dans ces chaînes de fonctionnement. Simondon ajoute quelque chose qui je trouve est très passionnant, l'idée que en fait en rentrant dans la technologie, ça me permet aussi de reconnaître l'humain qui est dans cette technologie, parce que elle a été constituée, inventée par quelqu'un, elle a été l'objet peut-être de maintenance, d'amélioration, et donc des hommes et des femmes ont travaillé aussi autour de cette technologie. Et en reconnaissant cette technologie, ça me permet d'être en relation aussi avec ces hommes et ces femmes qui ont travaillé autour de cette technologie. Alors quand on regarde au niveau de cette activité technique et de ce rapport, donc là je vais me baser essentiellement sur l'étude qu'on a faite avec mes collègues, et lorsqu'on a regardé dans ces environnements de haute technologie comment ce rapport à la technique se faisait, on voit clairement des individus qui vont aller chercher à comprendre le fonctionnement. Alors je vous donne un exemple, alors c'est un exemple d'une organisation particulière, c'est un Fab Lab. Donc là on va aller dans ce Fab Lab. Donc les Fab Labs, ce sont des organisations dans lesquelles on peut venir avec son projet et puis on a à disposition du matériel, par exemple de l'impression 3D, des programmations, on peut aussi programmer de manière numérique, on peut faire des petits robots, ainsi de suite. Et puis il y a aussi toute une communauté de personnes qui sont membres de ce Fab Lab et qui peuvent nous aider à appréhender telle ou telle technologie avec lesquelles on peut discuter. Enfin, voilà. Donc c'est à la fois un lieu qui donne accès à des ressources, mais aussi un lieu dans lequel on peut rencontrer des gens et donc discuter autour de ces technologies. Donc dans ce Fab Lab, il y avait un atelier de programmation qui avait été mis en place, donc, où on apprenait à programmer. Et dans cet atelier de programmation auquel j'ai assisté, une fois, en fait, le travail, c'était l'activité, en tous les cas, c'était d'apprendre à faire marcher un servomoteur, un moteur, de manière numérique. Donc je programme et je branche ma petite carte avec mon petit moteur et après, ça devrait me faire fonctionner ce petit moteur. Et bien là, on voit toute une scène se mettre en place avec, alors j'ai maquillé les noms, Fabien qui s'occupe du Fab Lab, qui va nous amener des petits moteurs endommagés pour nous montrer, regardez en fait comment c'est fait à l'intérieur. Alors nous, moi j'y connais rien, je ne connais rien en technique.
regardez comment c'est fait à l'intérieur, regardez un cerveau moteur, comment c'est fait concrètement. Et puis on a un autre participant qui va se mettre au tableau et qui va dire, ben voilà, le cerveau moteur, regardez, ça marche de telle ou telle manière. Et puis après un autre qui nous dit, ben regardez le code, voilà comment est-ce qu'on peut faire, et chacun propose d'autres solutions. Donc vous voyez, on va aller dans un objet avec des personnes moi, qui ne connaissent rien, d'autres qui connaissent plus de choses, mais pour rentrer en fait dans la technique, hein, de cette idée de vraiment rentrer. Sur un autre terrain, dans une autre organisation, qui est un cyclotron, on a un technicien qui nous dit, donc qui a assisté en fait à la construction de ce cyclotron, et qui nous dit en fait, moi quand j'appuie sur quelque chose, je sais ce qu'il y a derrière. Donc j'ai une connaissance, je sais comment ça fonctionne, et je sais que si j'appuie sur ce bouton, ça va faire telle ou telle opération. Donc vous voyez cette idée de je vais rentrer dans le fonctionnement de la technologie, je vais chercher à comprendre comment concrètement est-ce que ça fonctionne. Donc là, je vous ai donné des exemples plutôt d'individus qui sont face à des situations et qui vont essayer de comprendre et d'essayer d'élaborer et d'analyser ces schèmes de fonctionnement. Mais on a aussi des collectifs qui se créent, et ce que je vous disais tout à l'heure, des collectifs trans-individuels, donc qui vont aller au-delà des individus qui sont là. Donc on a par exemple dans une entreprise où on a fait une enquête, donc c'est une entreprise qui faisait de la programmation donc informatique et qui permettait notamment, qui produisait au final des échographes. Pardon, je vous l'ai mal présenté. C'est une entreprise qui fabrique des échographes et elle avait parmi ses métiers pour fabriquer ces échographes un service d'informatique qui était là pour programmer. On a un ingénieur informaticien qui nous dit, voilà, quand on a commencé en fait le système à la base, on était sur quelque chose d'assez particulier. On a commencé à coder, pour ceux qui connaissent, sur Linux. Alors il me dit, voilà, c'est très classique. Et il m'a dit, en fait, on a été au-delà de Linux. La personne qui a codé au début a été au-delà de Linux. Bon, c'est un langage, enfin c'est un système plutôt, et puis après on a des langages pour coder. Et on a été au-delà de Linux, on a créé quelque chose de particulier. Mais la personne qui a conçu ça, elle est partie. Et donc du coup, l'ingénieur, il nous racontait, voilà, moi, je rentre, alors il ne nous dit pas comme ça, je ne rentre pas en relation, mais je cherche à comprendre comment est-ce qu'il a pu coder. Comment est-ce qu'il a pu coder? Pour améliorer son code, pour le transformer, pour le nourrir. Et donc on voit, vous voyez, une discussion qui se fait avec quelqu'un qui n'est plus là, qui n'est plus dans l'entreprise, mais avec qui je vais discuter dans le travail au travers de cette technologie. Donc là, on a un collectif trans-individuel, ce n'est pas le collectif qui est juste à côté de moi, mais ce collectif qui se crée où je vais chercher à comprendre comment a raisonné telle ou telle personne pour après potentiellement améliorer aussi l'outil. Alors ces exemples au niveau individuel et collectif, en fait, ce qui nous a un peu étonné, c'est que un petit peu étonné, c'est que ça ne se retrouve pas forcément au niveau du management des organisations. Et lorsque vous voyez, ces éléments individuels ou collectifs se développent, on a peu de choses qui sont reprises par le management, en tous les cas peu d'organisations qui vont reprendre ces éléments-là, et au contraire qui vont avoir tendance à les fragiliser. Alors elles les fragilisent de différentes manières. Première manière, le premier élément, c'est un éloignement technique. On se rend compte que dans les organisations actuelles, on a un éloignement de la technique. Alors ça passe de diverses manières. Ça va être par exemple des ingénieurs de R&D qui sont cantonnés dans des services un peu à l'extérieur, un peu dans leur tour d'ivoire des fois, qui vont être pas forcément au plus près en fait, dans la communauté plus large de l'entreprise. Donc on voit cet éloignement technique. On a aussi des logiques qui sont différentes. Le cyclotron dont je vous parlais tout à l'heure avec ce technicien qui va rentrer dans la technique, eh bien ce cyclotron, il a fait le choix à un moment donné, donc il était essentiellement relié sur l'activité recherche. Il a eu un gros contrat, notamment avec des entreprises américaines de médicaments, et donc du coup il a été amené à passer d'une logique plus recherche à une logique plus financière. Et donc là, on rentre
dans un éloignement petit à petit de la technique. On a aussi, deuxième élément qui fragilise, c'est des choix en termes de technologie, et des technologies qui sont de plus en plus fermées, hein, où en fait on va chercher à maîtriser les éléments, et du coup ça ne nous permet plus d'avoir des marges d'indétermination, et donc potentiellement d'agir sur ces technologies. Donc on a tendance à les refermer. Ces choix, ces éléments, hein, l'éloignement technique et cette réduction des marges d'indétermination, ce qu'on a relevé, en fait, c'est que généralement, ça va conduire à un appauvrissement des compétences. On voit, en fait, au fur et à mesure, alors attention, ce n'est pas forcément un appauvrissement au niveau des compétences individuelles. Hein, on voit des individus qui vont chercher toujours à comprendre les chaînes de fonctionnement et qui, là, vont s'enrichir. En revanche, un appauvrissement au niveau des entreprises elles-mêmes, hein, des organisations elles-mêmes, qui vont en fait demander à leurs salariés d'avoir des tâches de moins en moins intéressantes, et les salariés qui vous le disent, hein, mes tâches elles s'appauvrissent. Par exemple, la personne là, du cyclotron dont je vous parlais tout à l'heure, elle nous dit, dans cette logique industrielle, au fur et à mesure, mes tâches elles s'appauvrissent. Je ne suis plus dans la compréhension, je suis dans le respect d'un certain nombre de normes, notamment de normes de qualité, et donc du coup je ne suis plus dans le développement de mes compétences. Et elles s'appauvrissent aussi parce que vous avez des personnes qui partent de l'entreprise, des personnes qui ne se retrouvent plus aussi dans ces organisations et qui vont quitter au fur et à mesure, quand elles le peuvent, hein, c'est ça, quand elles le peuvent, elles vont quitter ces organisations-là. Vous dire quand même une petite nuance, sur les individus et les collectifs, c'est pas, les individus et les collectifs ne sont pas toujours dans un rapport d'activité technique. Hein. Il y a des instants, en fait. Hein, et on voit cette fragilité aussi. C'est vraiment des instants qui peuvent être très fréquemment remis en question, et notamment ce que je vous disais, par l'organisation et le management. Je vais conclure, parce que je crois que j'ai un petit peu débordé. Mais rapidement, conclure et se dire, alors, comment est-ce qu'on peut faire avec cette aliénation, et comment est-ce qu'on peut peut-être proposer une activité technique. Alors là, je me base sur Simondon, toujours, qui nous parle en fait d'une idée de mentalité technique. Pour lui, en fait, le développement d'une mentalité technique, alors il a parlé de culture technique ou de mentalité technique, qui permettrait en fait de connaître, d'entretenir et de faire progresser en fait la culture technique au niveau, alors moi mon niveau ça va être l'organisation, une entreprise, une organisation particulière, donc développer cette culture technique. Alors on le voit par exemple dans le Fab Lab, dont je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, là ce sont des formidables lieux pour permettre le développement de ces mentalités techniques, de cette culture technique. Mais on peut très bien imaginer aussi, dans les organisations, non plus d'éloigner la technique, mais au contraire d'aller dans cette connaissance de la technique. Et pas pour dominer, mais au contraire pour rentrer en relation et fonctionner en fait autour de cette technologie. Simondon parle par exemple sur l'idée d'organisation et comment en fait l'organisation du travail, alors à son époque on était encore sur une organisation très taylorienne du travail, avec ceux qui exécutent et ceux qui conçoivent la tâche et ceux qui l'exécutent. Bon, des fois on peut encore toujours retrouver ces formes d'organisation du travail, mais pour lui, pour Simondon, il est nécessaire que chaque homme employé à une tâche technique, bon, je rajoute homme et femme, employé à une tâche technique, entoure la machine aussi bien par le haut que par le bas, la comprenne en quelque sorte et s'occupe de ces éléments aussi bien que son intégration dans l'ensemble fonctionnel. Donc on voit cette idée que développait Claude autour de l'organologie, donc, où on a un organe qui fonctionne en relation avec les autres et non plus à la place au-dessus ou en dessous des autres.